tous. Donc quelques mots de présentation de ce film. Alors je vais essayer effectivement de garder tout ce qui est à conserver. D'un point de vue global, je me permets quand même de dire qu'évidemment vous allez voir tout de même un film qu'on peut considérer comme d'un point de vue esthétique, d'un point de vue formel extrêmement marquant, je dirais. Je vais m'arrêter là. C'est vraiment une œuvre d'abord de plasticien, je pense, du point de vue du réalisateur Jonathan Glazer. Ensuite, c'est un film, bien sûr, dont le contenu a aussi une portée philosophique et même morale, bien sûr. Il soulève tout un ensemble de questionnements qui ne sont pas très nouveaux, mais qui les renouvellent. Et puis, moi, je vais me permettre de vous parler un petit peu plus de son intérêt du point de vue de l'histoire. Alors, même si Jonathan Glazer n'a pas du tout cherché à faire quelque chose de didactique ou à faire un documentaire, il ne s'agit pas du tout de ce genre de production, mais il se trouve que, en plus de ces partis pris esthétiques très forts, il y a dans ce film tout un intérêt historique absolument incontestable, dans la mesure où il nous permet d'être vraiment au contact de questionnements très récents, de la recherche historique sur le nazisme. Alors, on pourra en parler très 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 longuement, et avant de dire quelques mots sur ce sujet, il peut être aussi très intéressant, après avoir vu ce film, de le mettre en regard et pourquoi pas de voir d'autres films qui ont pris le même thème récemment. Je pense à deux d'entre eux. Le premier, la conférence d'un réalisateur allemand qui s'appelle Mathieu Chenet, qui est sorti il y a 2-3 ans sur la conférence de Wannsee. Alors c'est intéressant puisque comme la zone d'intérêt, il prend le parti pris des bourreaux. Je ne sais pas dans quelle mesure vous connaissez un petit peu la recherche historique, mais depuis Raoul Hilberg, depuis les années 60, il y a ce triptyque, les bourreaux, les victimes, les témoins. Donc il prend ce point de vue des bourreaux. Et puis il y a un autre film dont vous avez certainement déjà entendu parler si vous l'avez vu, qui est Le Fils de Saül de la Slonnes, qui lui, au contraire, prend le point de vue des victimes et mettre en parallèle ces trois films sur quelque chose d'extrêmement intéressant, mais ce n'est pas l'objet de la discussion de ce soir. D'un point de vue historique, on pourrait vraiment dire beaucoup de choses sur le grand intérêt que comporte ce film, que ce soit du point de vue des lieux, ou que ce soit du point de vue des personnages. Alors, les lieux, vous verrez que le film est très largement centré sur la villa du commandant de cette fameuse zone d'intérêt. Alors, la zone d'intérêt à Auschwitz, c'est l'immense périmètre d'une quarantaine de kilomètres carrés qui regroupait toutes les infrastructures d'exploitation économique et d'assassinat, qui se trouvent donc pendant une très longue période sous la direction de Rudolf Höss, d'accord, donc qui est à SS, qui est lieutenant-colonel de la SS et qui se retrouve à la tête de cet immense complexe à 2 reprises. Et donc il dirige cette zone d'intérêt, et le film est quand même très centré sur la villa que Höss et sa famille occupent, qui est immédiatement contiguë au camp de concentration d'Auschwitz I. Vous savez peut-être que le complexe en fait, peut être organisé en Auschwitz I, Auschwitz-Birkenau et Auschwitz III ou Auschwitz-Monowitz. Donc le lieu est déjà très important, j'en dirai un mot tout à l'heure. Et puis ensuite donc, les personnages, alors il y a une galerie de personnages, Rudolf Höss, son épouse Edwige, leurs enfants, on voit aussi passer la belle-mère, on voit aussi passer bien sûr des personnes qui sont internées, qui sont au service de la famille, donc il y a toute une galerie de personnages et chacun d'entre eux pourrait faire l'objet de commentaires très riches. Moi, je vais m'appesantir un petit peu sur Rudolf Höss, puisque la représentation qu'en donne Jonathan Glazer nous permet vraiment d'accéder à des points très importants de ce qu'on peut appeler la vision du monde des nazis, ce qu'on pourrait appeler l'idéologie, si vous préférez utiliser ce terme, et également sur même le fonctionnement du pouvoir nazi. Du point de vue des personnages, donc, Rudolf Höss a un certain nombre de caractéristiques qui en font une sorte de, je dirais presque, de paradigme vivant de la pensée nazie. Vous allez d'abord voir, et c'est un des premiers intérêts historiques du film, que c'est quelqu'un je dirais, de dramatiquement professionnel. C'est quelqu'un qui est constamment à la tâche, qui ne voit que par la tâche qu'il a à réaliser, et qui, au nom de cette mission qu'il remplit, a une vision complètement réifiée de son environnement et des êtres qui l'entourent. L'objectif étant de toute manière d'atteindre les objectifs que sa hiérarchie lui fixe.
Et ça, on le voit très bien dans les dialogues du film, que je vous laisserai naturellement découvrir, mais qui renvoient directement à la langue que les nazis utilisaient eux-mêmes. Vous verrez que pour parler de déportation, pour parler d'assassinat, eh bien ces gens-là parlent de rendement, de chiffres, d'objectifs à atteindre, etc., etc. Donc il y a aussi cette logique de celui qui doit gérer, de celui qui, je dirais presque, qui doit manager cet immense complexe. Et ça, pendant tout le film, vous verrez que c'est une préoccupation que l'acteur qui incarne Rudolf Höss incarne parfaitement. Donc il y a ce professionnel, ce portrait d'un professionnel. L'autre élément qui rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la maison et son jardin, c'est voir que le jardin est très très important, c'est que Rudolf Höss est un colon. D'accord ? C'est peut-être que le nazisme, c'est une idéologie qui a beaucoup pensé en termes de temps, hein, le passé, le futur que l'on cherche à faire advenir, et en termes d'espace. Bon, vous avez tous certainement déjà entendu parler de ce qu'on appelle le Lebensraum, ou espace vital, ou biotope, on peut le traduire aussi comme ça. Et il y a un projet nazi qui est celui de coloniser des territoires dans l'est de l'Europe qui doivent à terme être occupés par des colons allemands. Höss et sa famille, à travers leur maison et leur jardin contigus au camp d'Auschwitz, sont déjà en train de commencer à faire advenir ce projet colonial. Et vous allez voir à quel point, notamment la femme de Höss, est absolument ravie de montrer sa maison, son jardin, etc., etc. Et donc là aussi, ça colle directement à la vision du monde des nazis, sur le projet colonial qui a été mis en œuvre, qui a commencé à trouver une mise en œuvre à la faveur de la guerre, est au centre de cette vision du monde. Et puis le troisième élément, qui est aussi très centré sur cette vision du monde nazi, c'est que Höss et sa femme sont des reproducteurs, il faut le dire comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont de nombreux enfants, et en cela ils collent à ce que le nazisme attend de ce qu'il désigne comme étant des membres de la race, hein, la race aryenne, etc., etc. Et il y a aussi une dimension très genrée des rôles. C'est-à-dire que Rudolf Höss est un homme, alors certes, il se reproduit avec sa compagne, mais il est aussi là pour faire la guerre, d'accord ? Pour les nazis, toute vie est combat, tout est combat, donc il fait la guerre, et sa femme, en tant que femme, fait des enfants. Et vous verrez qu'à un moment, dans le dialogue du film, cette répartition des rôles est même clairement affirmée par chacun des protagonistes, et là aussi on est en plein au cœur de la vision du monde des nazis. Voilà. Donc c'est déjà un très grand intérêt du film que de nous montrer ces éléments à travers ce personnage qui nous met donc vraiment en contact avec cette idéologie. Il y a aussi le couple en tant que tel qui est très intéressant parce qu'il symbolise également un des ressorts auxquels on ne pense pas forcément quand on envisage le nazisme, qui c'est bien sûr le ressort de l'adhésion, même plus que du consentement, de l'adhésion. Alors là, on a évidemment un couple qui a fortement adhéré, puisque il est lieutenant-colonel de la SS, donc évidemment, il a fortement adhéré. Ce sont des gens qui historiquement militent dans les milieux qu'on appelle völkisch et les ethno-nationalistes depuis les années 20. Ils se sont rencontrés dans ce cadre-là et ils continuent évidemment à porter cette vision des choses. Donc ce couple qui est aussi convaincu naturellement de la justesse de ses vues. Donc il y a cette dimension. Et puis de manière également tout à fait claire dans le film et que l'on évoque un petit peu moins, c'est aussi un couple qui, à l'image du système nazi, est un couple profondément corrompu. Alors vous verrez, aussi sans déflorer, mais monsieur Höss qui compte les liasses de billets sur son bureau, vous verrez madame Höss qui est ravie de se voir dans son miroir avec les objets qui ont été récupérés dans ce qu'on appelle le Canada, c'est-à-dire les objets que les déportés devaient abandonner. Et ça, c'est un autre aspect qu'on n'évoque pas toujours, mais il y a cette envie de réussite matérielle. Voilà, qui a été un ressort très puissant, pas seulement dans la SS, également dans la population. Il y a un historien allemand qui s'appelle De Saly qui a écrit un livre qui s'intitule Comment Hitler a acheté les Allemands. Ce ressort de l'aisance matérielle, ce ressort de l'élévation sociale, est très présent dans le film. Vous verrez notamment quand Madame Höss fait visiter sa maison à sa mère, elle est très heureuse de montrer sa piscine, le toboggan, la belle villa, le chauffage central et tout le bidule. Voilà. On est aussi, vous voyez, complètement dans ces ressorts dont on parle un petit peu moins, mais qui sont très présents quand on réfléchit aux mécanismes d'adhésion qu'un nombre important d'Allemands ont pu manifester à l'égard de ce régime. Voilà quelques aspects, si je n'ai pas parlé trop longtemps, qui font le grand intérêt historique du film. Oui. Est-ce que tu peux juste
nous dire aussi, parce que le film il a été énormément commenté par la critique cinéma, mais aussi par le monde des historiens. Et comment il a été perçu par les historiens? Alors, alors, si on parle des historiens français, pour oui. Il a été extrêmement bien reçu. Extrêmement bien reçu. Alors, pour citer deux noms, vous connaissez peut-être Joël Chapoutot et Nicolas Papin, qui ont assez largement commenté le film et qui tous deux vantent ses grandes qualités historiques et le fait qu'il soit, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, vraiment au fait des questionnements les plus récents. Donc le film a été très 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 bien reçu par d'éminents spécialistes de la question. Alors c'est pas tout à fait le cas de la critique cinéma. Il y a eu une vraie controverse critique au moment de la sortie de ce film. Donc ce film il a été montré pour la première fois au Festival de Cannes 2023. Il obtient là-bas le Grand Prix. Mais dès Cannes, et puis ensuite il obtient l'Oscar en janvier, au début 2024, l'an dernier, à peu près au moment de sa sortie. Et puis au moment de sa sortie, il y a une controverse critique qui s'enflamme, en tout cas en France, je ne sais pas ailleurs dans les autres pays, mais d'un côté, les détracteurs du film qui trouvent que le film n'est qu'un dispositif, n'est pas assez un film. Donc c'est une critique esthétique, quoi. Et puis de l'autre, des gens, une critique plutôt bienveillante envers le film, qui trouvent qu'au contraire, le film a su activer d'une nouvelle manière la mémoire de la Shoah et aussi être un film en prise avec son époque contemporaine. Alors Jonathan, moi je parle 3 minutes, pas plus promis. Jonathan Glazer, c'est un cinéaste britannique, ça c'est important de l'avoir à l'esprit. Il a 59 ans. Il a fait très peu de films, il a un rythme, on pourrait dire, kubrickien, quoi. Il a fait 4 films, c'est son 4e film seulement. Son premier film s'appelle Sexy Beast, alors il a été très très peu vu, il sort en 2000, donc il y a 25 ans. C'est une espèce de polar goguenard un peu à la Tarantino, qui à mon avis n'a pas beaucoup d'intérêt. En 2004 sort Birth, et là je pense qu'il sort d'une certaine forme d'anonymat grâce à ce film, qui est un film très puissant, avec Nicole Kidman qui joue le rôle d'une femme qui va se retrouver face à face avec un enfant qui prétend être la réincarnation de son mari mort 10 ans auparavant. Et il connaît tellement de détails de sa vie que le doute s'installe. Donc il y a une sorte de première brèche fantastique, quoi, dans son cinéma. Le film suivant, il faut attendre 9 ans, c'est Under the Skin. Alors peut-être certains d'entre vous l'ont vu, parce que Under the Skin, ça a fait l'objet vraiment d'un vrai succès critique et aussi d'un succès public en 2013. Et le film est tourné avec une grande actrice, Scarlett Johansson, qui elle joue là le rôle d'une créature fantastique, on y reste, qui a apparence humaine, qui se balade dans un petit van dans la campagne anglaise et qui va attirer des hommes dans des pièges mortels. Elle finit par alors elle les tue pas directement, mais souvent elle les fait se noyer ou elle les laisse mourir devant son visage absolument impassible. Et ça, c'est une des caractéristiques. J'ajoute que par rapport à Birth, l'enfant aussi, Sean, qui se prétend être la réincarnation du mari mort 10 ans auparavant de Nicole Kidman, a sans cesse une espèce de masque aussi impassible. Et cet ensemble de films, je ne parle pas Sexy Beast parce que je pense que c'était un brouillon raté, mais l'ensemble de ces 3 films, La Zone d'intérêt, Birth et Under the Skin, forment un tout cohérent. La critique de cinéma, je dirais, à juste titre, mais on peut peut-être aussi un peu le regretter, en France, elle s'est surtout attachée à faire, comme tu l'as dit au début, un peu l'histoire, la comparer, La Zone d'intérêt, à toute la filmographie sur la Shoah, comme on le fait traditionnellement, c'est un peu sur le modèle des westerns, quoi. Quand il y a un nouveau western qui sort, on compare sa valeur à tous les westerns qu'on a pu filmer précédemment. Mais on peut aussi avoir le réflexe, il y a aussi une tradition française de politique des auteurs, c'est-à-dire que c'est le nouveau film aussi d'un auteur qui s'appelle Jonathan Glazer et qui vient résonner avec ses films précédents. Moi je crois qu'il y a énormément d'éléments communs à ces 3 films. Si vous ne les connaissez pas vraiment, je vous engage à les voir. Et ça permet aussi de lire, d'avoir vu les films précédents, ça permet de lire la zone d'intérêt d'un autre point de vue, ou plutôt d'un point de vue complémentaire,
Parce qu'il me semble que Jonathan Glazer traite, alors je ne vais pas parler de tous les détails qu'on retrouve de film en film, parce qu'il y en a des tonnes, y compris la fourrure, le rouge à lèvres, ce genre de détails qu'on retrouve par exemple dans Under the Skin et qui sont fondamentales, mais c'est plutôt les thématiques générales. C'est un cinéaste, Glazer c'est un cinéaste sérieux, il est inquiet, c'est pas un joyeux de rire. On le compare parfois à Kubrick, alors pourquoi pas par les thématiques là, en l'occurrence, mais plutôt dans la forme. C'est un cinéaste qui va géométriser au maximum, de manière très très puissante, ses plans. Ça, il le fait dès Burst. Disons, il fait côtoyer la cruauté humaine la plus grande dans des plans d'une froideur. On a souvent dit d'ailleurs que c'était un cinéma clinique, voire même hygiénique, une froideur géométrique où se déroulent toutes les atrocités humaines. Ces obsessions, c'est la trace des crimes passés, la résurgence, la contamination, la possibilité que des crimes passés ressortent de l'eau, ressortent de la terre. Vous verrez vraiment dans la zone d'intérêt. Et on sent un cinéaste qui travaille une notion, alors je ne vous dis pas ça comme un dévoilement ultime, hein, c'est assez évident, mais parfois une idée, un concept très très simple peut éclairer beaucoup de choses dans un film. Je crois que le jeu entre le chaud et le froid, dans ce film évidemment, est énorme, mais aussi dans les films précédents de Jonathan Glazer. Il n'arrête pas, il y a une dialectique entre le chaud et le froid qui s'installe tout le long du film. C'est pas par hasard d'ailleurs s'il utilise des caméras thermiques à un moment donné, et puis la description du four qui lui fait, vous verrez, elle est complètement dingue. Et je crois que ce jeu a beaucoup à dire sur les obsessions de Jonathan Glazer, qui à mon avis dépasse aussi le cadre strict de la Shoah. Moi, j'ose tenter l'hypothèse que c'est aussi un film qui parle de notre époque, de notre façon de concevoir la mémoire, alors la mémoire des atrocités de la Shoah, évidemment, mais aussi notre indifférence face à un monde qui brûle face à nos yeux, en fait qu'on habite. Et je crois que vous allez voir, je pense que c'est un grand cinéaste de l'indifférence. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Bon. Et ben merci à vous, bonne projection. Merci. Vous avez la chance de le découvrir parce que moi ça a été un choc et je pense que c'est un des très grands films de l'an passé. Bon film, bonne soirée.